Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, un autre épisode dans la série Entrepreneurs. Et en fait, aujourd'hui, je veux vous parler de une des plus grandes dépenses des particuliers, même si techniquement, c'est pas vraiment une dépense, c'est une obligation légale. Donc, vous aurez compris que je parle de l'impôt à payer sur le revenu. Et c'est vraiment l'une des plus grandes dépenses pour les ménages. Donc, si je prends l'exemple du salarié moyen au Québec, donc quelqu'un qui gagne autour de 30$ de l'heure, on parle d'un salaire annuel dans les environs de 65 000$. Donc, pour cette personne-là, elle va devoir payer à peu près 13 000$ en impôts provincial et fédéral. Donc, ça donne un taux d'imposition moyen de 20%. Donc, pour l'employé qui fait 65 000$ par année, il y a un cinquième de son salaire brut qui part direct en impôts. Donc, si on met ça un peu en perspective, disons que le salarié travaille 5 jours par semaine, il y a une journée de travail par semaine qui s'en va direct dans les coffres du gouvernement. Et j'inclus pas là-dedans les cotisations au régime des rentes du Québec, au RQAP, parce qu'en fait, ce sont des cotisations obligatoires, mais c'est pas réellement de l'impôt. Vous cotisez dans des régimes pour que plus tard, à votre retraite, vous recevez des prestations. Le RQAP, c'est pour des congés parentaux. Donc, l'idée de ça, c'est que l'impôt, la partie vraiment imposition sur le revenu, bien, comme je vous dis, c'est la plus grande dépense pour beaucoup de particuliers. Et ça m'amène à vous parler d'avantages fiscaux de travailler à son compte, c'est-à-dire sous forme de travailleur autonome, que ce soit avec une entreprise individuelle ou sous la forme juridique d'une société par action, qui est une compagnie incorporée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de technicalités qui permettent de réduire votre revenu imposable. Donc, en fait, qui va venir réduire l'impôt que vous allez devoir payer au bout de l'année. Et ça se fait principalement avec des dépenses déductibles d'impôt. La première chose que je veux vous parler, c'est par rapport aux frais de déplacement, parce que si on prend un employé salarié qui se rend au travail et disons que ça prend 1 heure parce qu'il est poigné dans le trafic, donc 2 heures pour l'aller-retour à chaque jour de la semaine, et disons que ça représente 120 km aller-retour. Donc tout le temps qu'il passe dans son auto, l'essence qu'il doit payer, l'usure sur sa voiture, tout ça, c'est vraiment l'employé qui assume la totalité des frais qui découlent de ça. Versus un travailleur autonome, c'est pas la même chose parce que de un, il peut ajuster ses tarifs en fonction de la distance pour se rendre chez son client. Question d'inclure indirectement des frais de déplacement. Et de deux, le travailleur autonome, il peut également déduire ses dépenses comme l'essence, l'assurance auto, les réparations sur sa voiture. Évidemment, ça se fait au prorata de l'utilisation du véhicule dans le cadre de son travail. Donc, par exemple, disons que le travailleur autonome fait 20 000 km par année et que là-dedans, il y a 16 000 km qui sert à se rendre chez ses clients. Ben, si on fait le calcul, ça donne 80% des dépenses qui sont liées à sa voiture seraient à ce moment-là déductibles d'impôts. Donc, disons que l'essence, l'assurance, l'entretien puis les réparations, tout ça, ça a monté à 6 000 $ au bout de l'année. Et on reprend l'exemple que 80% du kilométrage a été fait dans le cadre du travail. Donc, en tant que travailleur autonome, tu pourrais mettre 80% de ces dépenses-là comme dépenses d'entreprise, donc des dépenses déductibles d'impôts. Et à ce moment-là, ben, ça réduirait ton revenu imposable de 4 800 $, donc 80% de 6 000. Et là, pour cet exemple-là, je parle vraiment d'un travailleur autonome sous forme d'entreprise individuelle, donc il n'y a pas d'entreprise à part. Ce n'est pas une incorporation, ce n'est pas une entité distincte, parce que dans le cas où vous avez une compagnie incorporée, communément appelée un Inc., ben, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que dans ce cas-là, tu as deux options. La première option, c'est de te verser du compte de l'entreprise à ton compte personnel des frais de déplacement. Et dans ce cas-ci,
il faut vraiment que le véhicule t'appartienne à toi. C'est-à-dire que c'est pas un auto qui a été acheté par le Inc., c'est toi personnellement qui l'as acheté. Par exemple, disons que tu prends ta voiture personnelle et que durant l'année, tu fais 5000 km dans le cadre de ton travail. Donc, selon l'ARC, qui est l'Agence du revenu du Canada, tu peux te verser 68 cents du kilomètre. Donc, si on fait 68 cents fois 5000 km, ça te donne 3400 $ pour tes déplacements professionnels. Donc, à ce moment-là, comme je vous dis, c'est ton entreprise qui te verse 3400 $. Il faut savoir que cette somme-là n'est pas considérée comme un revenu imposable au personnel. Donc, ta business t'envoie 3400 et toi, tu n'auras pas à payer d'impôts là-dessus, encore une fois, du côté personnel. Et du côté de ton entreprise, c'est également une dépense qui est déductible d'impôts. Et la deuxième option, si tu as une entreprise qui est incorporée, une société par action, c'est d'acheter ou de louer un véhicule au nom de ton entreprise. Et c'est ce qu'on appelle des voitures plaquées F. Et dans ce cas-là, quand tu prends la voiture de la compagnie, parce qu'elle est au nom de ta compagnie, c'est comme si ton entreprise la prêtait à un employé, sauf que dans ce cas-ci, c'est juste que c'est toi l'employé, et ça, c'est 100% légal, dans le sens que si ta compagnie te verse un salaire et que la compagnie possède un véhicule et que toi, tu l'utilises réellement dans le cadre de ton travail, ben, ton entreprise peut déduire les intérêts payés pour le prêt auto, elle peut déduire dans ses dépenses l'amortissement du véhicule, l'essence, l'entretien, etc. À ce moment-là, ton entreprise ne va pas te verser des frais de déplacement au kilomètre. En fait, c'est que les dépenses admissibles liées au véhicule vont être déductibles pour ton entreprise. Donc, c'est deux méthodes de venir en fait rembourser les frais de déplacement. Tout ça pour dire que ça vaut la peine, si vous êtes travailleur autonome ou dirigeant d'une entreprise, de vous pencher sur les frais de déplacement, que ce soit pour déduire ces dépenses-là ou vous verser des frais de déplacement au kilomètre. Donc, c'est des options intéressantes parce que si on compare ça aux employés qui doivent faire l'aller-retour à chaque jour puis qui payent leurs frais de déplacement avec leur salaire net, c'est-à-dire avec leur revenu après impôt, juste cet élément-là, ben, ça me pousserait à trouver une manière de travailler pour la même compagnie, le même employeur, à faire les mêmes tâches, sauf que je le ferais sous forme en tant que sous-traitant, c'est-à-dire en tant que travailleur autonome qui charge un tarif pour ses services. Et à ce moment-là, tout dépendamment de la distance, je pourrais augmenter mes honoraires, mes tarifs, ou du moins déduire mes frais de déplacement qui sont liés à mon travail. Et on s'entend que c'est pas toujours possible de faire ça, là, c'est-à-dire de passer d'employé à sous-traitant pour la même compagnie. Et l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que si tu fais ça, tu peux pas avoir juste un seul client et avoir aussi un lien de subordination avec ton ancien employeur. Dans le sens que sinon, aux yeux des autorités fiscales, c'est comme si l'entreprise, ton ancien employeur qui prend tes services, c'est comme si elle préférait te payer comme travailleur autonome pour éviter les obligations légales qui sont liées au salaire d'un employé. Donc, légalement, il faut que tu sois réellement un travailleur autonome, c'est-à-dire que tu peux vraiment travailler pour plusieurs clients en même temps. Tu n'es pas pogné juste avec un seul employeur. Tu décides également de ton horaire de travail. Tu fournis ton propre équipement dans le cas où tu as besoin d'outils, etc. Bref, les frais de déplacement, pour moi, c'est un gros morceau, là, c'est un gros avantage fiscal pour les travailleurs autonomes parce que, vous le savez, un véhicule, l'entretenir et toutes les dépenses qui sont liées à ça, ben c'est un gros poste de dépenses pour les employés comme les travailleurs autonomes, sauf que, comme je vous dis, en étant à son propre compte, on peut venir déduire les frais de déplacement de son revenu imposable. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument vous parler de cet avantage-là. Un autre avantage fiscal pour le travailleur autonome, c'est la possibilité de déduire une partie de ses frais de bureau à domicile. C'est-à-dire que si tu as une pièce dans ta maison ou dans ton logement qui te sert de bureau de travail, et là, on s'entend, la définition de bureau à domicile, c'est pas très précis, là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une pièce dans la maison ou dans ton logement
dans laquelle tu travailles avec un portable puis une imprimante, et c'est ça que tu as besoin pour rouler ta business, ben ça se qualifie comme un bureau à domicile. Et à ce moment-là, tu peux déduire une partie du loyer ou des intérêts hypothécaires. Tu peux déduire également l'électricité, l'Internet, une partie des taxes foncières si tu es propriétaire, et tout ça proportionnellement à l'espace utilisé. Donc, je donne un exemple facile. Si tu vis dans un 4,5 et qu'une des pièces sert de bureau de travail, ben, tu peux déduire un quart de ton loyer. Mettons que ton logement, c'est un 4,5 puis qui te coûte 1 600 $ par mois, donc ça donne 19 200 par année. Ben, il y a un quart de 19 200 $ qui est déductible d'impôt parce que tu t'en sers comme bureau à domicile. Donc, tu te retrouverais avec une déduction de 4 800 $. Autrement dit, ton revenu imposable serait réduit de 4 800 $, qui est 25% de 19 200. Et même principe pour la facture d'Hydro-Québec et ton Internet. Si ça te coûte 120 $ en électricité, puis 80 $ pour Bell par mois, ben, au bout de l'année, ça te coûte 2400 $. Et il y a le quart de ça qui est déductible d'impôt. Donc, dans ce cas-ci, on parle d'une autre déduction de 600 $. Encore une fois, comme les frais de déplacement, les frais de bureau à domicile, bien, ça fait en sorte de réduire l'impôt que tu vas devoir payer au bout de l'année parce que, en fait, ce que tu fais, c'est que tu déduis des dépenses admissibles et ça diminue à ce moment-là ton revenu qui va être imposable aux yeux des autorités fiscales. Donc, ce sont des dépenses que tu payes de toute manière. Je veux dire, tu vas payer pour ton loyer, tu vas payer pour ton véhicule. Donc, si tu es capable d'inclure légalement ces dépenses-là comme des dépenses d'entreprise, parce que réellement, tu as un bureau à domicile et que réellement, tu te sers de ton véhicule dans le cadre de ton travail en tant que travailleur autonome, ben, il faut absolument que tu inclues ces dépenses-là pour venir réduire ton revenu imposable. Et au niveau des dépenses admissibles, tu peux également rajouter les soupers au restaurant quand tu vas rencontrer des clients potentiels ou des partenaires d'affaires. Avec ce type de dépenses-là, c'est-à-dire les frais de repas qui sont liés à l'activité professionnelle, ce sont des dépenses qui peuvent être déduites à 50% de leur coût. Donc, je te donne un exemple. Disons que tu invites un client dans un bon restaurant pour venir finaliser une transaction importante et que là, le souper il te coûte 300 $, ben à ce moment-là, tu peux déduire 50% de la dépense. C'est-à-dire que sur la facture de 300 $, tu as 150 $ qui est une dépense déductible d'impôt. Et là, logiquement, si tu vas au resto avec ta blonde à tous les vendredis, puis que tu passes ces dépenses-là sur le compte de ta business, je tiens à dire que c'est pas légal au niveau de l'impôt. Et ça, je vous le dis tout de suite, si vous vous faites checker par Revenu Québec ou l'ARC, c'est une des dépenses qu'ils vont regarder tout de suite. Puis s'ils prennent toutes ces dépenses-là puis que vous n'êtes pas capable de prouver que ce sont réellement des dépenses dans le cadre de votre travail, ben, ils peuvent mettre des pénalités d'intérêt là-dessus, puis tu vas te retrouver avec une dette fiscale qui peut être astronomique. Donc, essayez pas de passer des dépenses personnelles comme des dépenses d'entreprise, parce que quelque part dans le temps, si vous vous faites checker, c'est ceux qui vont vous pincer, puis en plus de ne pas avoir la réduction fiscale que vous avez inclus, ben, vous allez en plus payer des pénalités d'intérêt. Donc, soyez legit au niveau de vos dépenses admissibles. Soyez certains que c'est vraiment des dépenses déductibles d'impôts et que ce sont réellement des dépenses qui sont faites dans le cadre d'activités professionnelles. Et je vais finir avec une dernière façon de réduire la charge fiscale en ayant une compagnie incorporée. Donc là, je parle vraiment d'une société par action, un Inc. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous verser soit un salaire ou un dividende. Et là, il faut savoir que le salaire, c'est vraiment comme une paye, là, avec les retenues à source, tout ça. Tandis qu'un dividende, c'est une partie des bénéfices de votre business. Et comme je vous dis, si vous êtes travailleur autonome et que vous êtes enregistré sous une forme d'une entreprise individuelle, vous n'avez pas l'option de vous verser des dividendes parce que votre entreprise et vous
ça ne fait qu'un aux yeux des autorités fiscales, tandis qu'une société par action, un Inc., c'est vraiment une entité distincte. Et à ce moment-là, c'est possible de, laisser de l'argent dans le compte de l'entreprise. Et à ce moment-là, comme je vous dis, le taux d'imposition sur les bénéfices est moins élevé que si tu te versais la totalité de tes revenus sous forme de revenus de travailleurs autonomes. Mais pour revenir au niveau de réduire la charge fiscale, si vous opérez votre entreprise sous la forme d'une société par action, il faut savoir que si vous choisissez de vous verser un salaire, logiquement, vous êtes considéré comme un employé de votre compagnie et à ce moment-là, d'une part, vous devez évidemment payer l'impôt provincial et fédéral qui va être retenu à la source et en plus, vous devez également cotiser au régime des rentes du Québec et au RQAP. Comme je l'ai dit plus tôt, ce sont des régimes obligatoires pour les salariés. Par contre, en tant qu'actionnaire de votre société par action, si vous décidez de vous verser un dividende, là, c'est un peu différent dans le sens que, oui, votre entreprise va payer de l'impôt sur ses bénéfices, on ne s'en sort pas, et oui, vous allez également payer personnellement de l'impôt sur les revenus que vous avez, c'est-à-dire même sous forme de dividende. Donc, au niveau de l'impôt total à payer, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise et au niveau personnel, il n'y aura pas une énorme différence. Par contre, là où ça peut devenir un peu plus intéressant, c'est lorsque vous décidez de vous verser un dividende. À ce moment-là, ce n'est pas un salaire, donc vous n'avez pas besoin de cotiser au RRQ, qui est le régime des rentes du Québec. Vous n'avez pas non plus besoin de cotiser au RQAP. Donc, dans vos poches, du côté personnel, il va vous rester plus d'argent si vous versez un dividende versus un salaire, parce que comme je vous dis, avec le salaire, il y a des cotisations obligatoires à des régimes. Mais là, il faut comprendre que si vous faites ça toute votre vie, c'est-à-dire que tous vos revenus sont sous forme de dividendes, vous n'aurez pas cotisé au régime des rentes du Québec, donc à votre retraite, vous n'allez pas recevoir de prestations de la part du RRQ. Autrement dit, si vous optez pour un revenu sous forme de dividende, assurez-vous d'investir vous-même votre argent pour vos vieux jours parce que sinon, honnêtement, vous êtes mieux de continuer de vous verser un salaire et de continuer de cotiser au régime obligatoire qui va vous permettre d'au moins avoir un revenu minimum lorsque ça va être votre retraite après 65 ans. Et pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, je tiens à dire que moi, je vous parle de dépenses déductibles d'impôts et des façons de 100% legit, 100% légal de réduire l'impôt que vous avez à payer en tant que travailleur autonome. Mais je vous rappelle que je ne suis pas un CPA, je ne suis pas un comptable agréé. Et pour être certain que tout ce que j'ai dit là s'applique réellement à votre situation, que ce soit votre forme juridique, que ce soit au niveau des dépenses admissibles, tout ça, je vous invite à consulter un comptable ou un fiscaliste qui pourra valider tout ça. Le point que je voulais faire ressortir aujourd'hui, c'est qu'en tant que travailleur autonome, il y a des avantages fiscaux, c'est-à-dire qu'il y a des dépenses qui sont déductibles d'impôts, il y a des manières de réduire l'impôt à payer, que vous opérez sous forme d'entreprise individuelle ou que vous soyez actionnaire administrateur d'une société par action. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié le contenu de l'épisode, j'espère que vous avez appris une couple de petites affaires et si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.